Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Un des dada des endocrinos qui est l'iode, donc on donne pour la thyroïde, l'iode qu'on donne potentiellement aux femmes enceintes sans les recommandations derrière. Mais est-ce que justement le statut iodé, ça pourrait moduler l'impact CPE sur la thyroïde? Alors, oui, tout à fait. Alors ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire est-ce que le statut iodé va influencer l'impact que pourraient avoir certains perturbateurs endocriniens et certains perturbateurs endocriniens qui agissent sur l'axe thyroïdien, hein. Donc là, je voulais juste vous montrer des données qui ne sont pas encore publiées, qui viennent d'une étude faite par Andreas Kortenkamp en Angleterre, pardon. Et donc, il a fait une méta-analyse de tout ce qui est publié sur les suivis du statut thyroïdien des femmes enceintes au niveau des pays européens. Et ce que vous pouvez voir, donc, c'est tout ce qui est en rouge, ce sont les pays dont les niveaux donc, qui ont été mesurés au niveau urinaire, les niveaux d'iode, sont en dessous des recommandations de 150 microgrammes par litre. Et donc, vous voyez que la plupart des pays, donc à part les Pays-Bas et certaines régions de l'Espagne, sont en dessous de ces recommandations. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi il n'y a pas la France? En fait, la France fait partie des pays où on n'a pas de données en fait, de surveillance. Donc, on a vraiment un gap, un trou dans la raquette pour essayer de comprendre en fait si oui ou non en France on a besoin d'augmenter les recommandations. Est-ce qu'on a besoin de donner systématiquement de l'iode en début de grossesse? Donc ça, c'est des questions, mais en fait, sans une prise de position et sans avoir des études complètes pour montrer que finalement, on a une carence légère des femmes enceintes parce que les niveaux sont augmentés et que eh bien, le sel iodé ne suffit plus, eh bien, on a besoin d'avoir des données et on les a pas. Donc, nous, on a testé en laboratoire si une carence iodée empêchait, donc on est parti de l'hypothèse que la glande fonctionne avec donc de l'iode. Si on est vraiment à une glande qui va fonctionner au maximum avec le peu d'iode qu'elle a, parce que bah voilà, on arrive à maintenir des niveaux, mais l'apport est pas suffisant. Dès qu'il va y avoir un grain de sable, quelque chose qui va empêcher cette synthèse par un perturbateur, eh bien c'est patatras, on va avoir forcément quelque chose qui va être visible, qui va être aggravé par l'exposition à ces perturbateurs endocriniens. On a fait des expériences qui sont en cours de validation et de valorisation. On a fait des expériences qui montrent que justement on a un effet aggravant. Donc quand on a un statut thyroïdien qui est plutôt hypothyroxinémique, eh bien on va avoir un impact plus fort d'une exposition à certains polluants chimiques. Donc là c'était un mélange de produits chimiques, donc je peux pas vous dire lequel en particulier. Et quand on rajoute de l'iode, en fait on compense ça. C'est-à-dire que si on met un peu plus d'iode, eh bien on va empêcher cet effet aggravant d'arriver. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on c'est suffisant pour supplémenter, pour vous dire de supplémenter systématiquement en iode, en tout cas en début de grossesse? Est-ce qu'on devrait faire une iodurie, en tout cas pour vérifier que le statut iodé est correct? Et puis, eh bien pareil, est-ce que les niveaux sur lesquels on se base, est-ce qu'il faudrait avoir aussi des études et des suivis un petit peu plus importants pour pouvoir avoir des données afin de dire, bah voilà, on a assez de données maintenant pour pouvoir dire qu'il faut systématiquement le faire. Donc, c'est une question ouverte. Moi, j'ai un avis qui est que, à mon avis, la supplémentation systématique pendant la grossesse devrait se faire parce que il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet d'un excès en iode en début de grossesse. En fait, quand je parle d'un excès, c'est quand même, on reste dans les normes et on est à 250 microgrammes, mais même si on a un niveau normal avec ces 250, en fait, on va pas avoir d'effet néfaste sur le développement de l'enfance. Donc ça, ce sont les travaux de Deborah Levy, hein, qui avait fait une méta-analyse sur les statuts iodés et le QI de l'enfant. Donc, et elle avait montré que pas d'iode, on avait un impact cognitif, mais trop d'iode, on n'avait pas d'effet. Donc voilà, c'est une question qui reste
On en ne risquerait débat. pas de faire basculer de l'autre côté de la courbe, justement, de l'hyperthyroxinémie, qui Eh semble bien non, avoir. eh bien non, parce qu'en fait, une surcharge d'iode va être prise en charge par la glande. Donc, on n'a pas forcément une hyperthyroxinémie quand on a une hyperiodémie. On a une glande qui va être peut-être saturée, ça je l'accorde, mais comme on a cette capacité d'avoir jusqu'à 30 fois plus d'iode dans la glande que en circulant, et qu'on peut aussi éliminer de l'iode, on a une sorte de tampon qui peut se faire et c'est pas forcément révélateur de ce qui se passe au niveau de la glande. Et donc, ce que montre en tout cas cette méta-analyse, hein, donc c'est plus de 6000 patients qui ont été suivis pendant la période grossesse plus petite enfance. Les travaux de Deborah Levy montrent que quand la mère a au-dessus des recommandations ou vraiment un petit peu plus haute que l'iode recommandé, en fait, il n'y a pas d'impact sur le QI de l'enfant. Le QI, si on prend la courbe, elle n'est pas en U, en fait, ça fait vraiment Bien, et ça monte. Ok. oui, Non, mais c'est c'est super. Merci beaucoup, hein. pas de Moi, rien. je suis convaincue aussi, hein.